Voici un rattrapage sur les ions. Lorsqu'un atome ou un groupe d'atomes gagne ou perd des électrons, il forme une espèce électriquement chargée appelée ion. Des tests caractéristiques permettent de les mettre en évidence. Les ions H+ et OH- sont liés au pH d'une solution, qui indique si celle-ci est acide, basique ou neutre. Nous avons déjà vu que dans un atome, le nombre de protons, particules positives formant le noyau, et le nombre d'électrons, particules négatives gravitant autour du noyau, est identique. Donc, l'atome est électriquement neutre. Dans les espèces chargées, les ions, ces nombres de protons et d'électrons sont différents. Les ions sont formés suite à un ajout ou un retrait d'électrons. Les protons sont liés dans le noyau par des attractions très fortes. Lorsqu'on forme un ion, on ne modifie jamais le nombre de protons présents dans le noyau. Retenons, les ions sont des entités chimiques portant des charges électriques formées lorsqu'un atome ou un groupe d'atomes perd ou gagne des électrons. Sa formule indique alors la charge électrique. Pour rappel, nous trouvons des éléments importants pour comprendre la suite dans le tableau périodique, le symbole de l'élément, l'électronégativité, le nombre Z et la masse atomique relative. Lorsqu'un atome de lithium perd un électron, il forme alors un ion appelé ion lithium. Un ion est par définition non neutre. Si l'ion provient d'un atome qui a perdu des électrons, il reste plus de charge positive que de charge négative. C'est un ion positif appelé cation. Si l'ion provient d'un atome qui a gagné des électrons, il aura donc plus de charge négative que de charge positive. C'est un ion négatif appelé anion. Lorsqu'on place un corps en solution dans l'eau, celui-ci peut se dissoudre. On peut alors observer une dissolution moléculaire. Les molécules dissoutes demeurent entières. Ce type de solution ne conduit pas à l'électricité. Par exemple, lorsque du sucre est dissous dans l'eau, les molécules du soluté vont se mélanger à celles de l'eau sans se défaire, sans former d'ion. Une dissolution ionique ou dissociation en ion est le résultat du mélange d'un solvant et d'un soluté qui se séparent en ions. La dissolution ionique produit donc un cation et un anion qui sont utilisés pour orienter le courant électrique. On dit que la solution contient des électrolytes. Lorsque le sel de table, NaCl, se dissout dans l'eau, le sel se dissocie et produit deux ions, Na+ et Cl-. Il existe des ions monoatomiques et des ions polyatomiques. Les ions monoatomiques, un ion monoatomique est obtenu à partir d'un seul atome. Un ion polyatomique est obtenu à partir de plusieurs atomes. On peut prédire la charge des cations et des anions monoatomiques. De manière générale, les éléments des groupes principaux vont avoir tendance à gagner ou à perdre des électrons pour devenir un octet complet d'électrons de valence. Pour prédire la charge d'un ion, il suffit de déterminer le nombre d'électrons qu'un élément est susceptible de perdre ou de gagner pour atteindre un octet complet. On remarquera que ceci est donné par famille. Les éléments de la colonne 1 auront une charge de +1, les éléments de la colonne 2 une charge de +2, les éléments de la colonne 3 +3, les éléments de la colonne 4 +4 ou -4, les éléments de la colonne 5 -3, les éléments de la colonne 6 -2, les éléments de la colonne 7 -1, les éléments de la colonne 8 0. Du point de vue des électrons et pour comprendre la règle de l'octet, nous allons utiliser le modèle de Lewis. Ce modèle est très simple, il s'agit d'une croix. Dans chacun des espaces de celle-ci, nous allons placer les électrons de la dernière couche. Dans la famille 1A, nous avons donc un électron sur la dernière couche, on dira un électron célibataire. Il y a donc une possibilité de faire une liaison chimique, on dira que les éléments ont une valence de +1, et d'un point de vue ionisation, pour atteindre l'octet, cet élément pourrait faire soit -1 et revenir sur la couche électronique précédente, soit +7 pour arriver jusqu'aux 8 électrons de la règle de l'octet. Ce qui va lui demander le moins d'effort, c'est donc de faire -1. Les ions de cette famille deviendront des ions +1, puisqu'on perd un électron, on fait -1.
Un exemple, H+. Dans la famille 2, 2 électrons célibataires, une valence de 2+, une tendance à devenir des ions 2+, un exemple, le Mg2+. Dans la famille 3, 3 électrons célibataires, une tendance à avoir une valence de +3, une ionisation de +3 également, et un exemple, Al3+. Dans la famille 4, nous aurons donc 4 électrons célibataires, une valence de +4, une ionisation +4, -4, exemple, Si+4. Dans la famille 5, c'est un peu plus compliqué. On met les 4 électrons de la dernière couche, et puis il nous en reste un, qu'il va bien falloir mettre quelque part. Je le mets dans un espace de la croix, et donc dans un des espaces, je n'ai plus un électron, mais 2. On les remplace par le symbole d'une ligne, et on dit qu'ils forment un doublet. Il reste donc 3 électrons à cet élément disponible pour former une liaison chimique. Il a une valence de -3, une ionisation à -3 également, puisqu'il faut qu'il rajoute 3 électrons pour arriver à 8. Il en a déjà 5. Un exemple, N-3. Dans la famille 6, 2 doublés, une valence à -2, une ionisation à -2 également, et un exemple, O2-. Famille 7, 2 doublés, un seul électron disponible pour faire des liaisons chimiques, une valence de -1, une ionisation à -1, exemple, Cl-. Dans la famille 8, nous avons 4 doublés, pas de possibilité de faire des liaisons, pas d'ionisation, et donc pas d'exemple. Pour prédire la charge d'un ion, il suffit de déterminer le nombre d'électrons qu'un élément est susceptible de perdre ou de gagner pour atteindre un octet complet. Pour le sodium, il a un électron sur sa dernière couche. Il peut gagner 7 électrons ou perdre un électron, car dans la couche précédente est obligatoirement pleine. Ce qui demande le moins d'énergie, c'est perdre un électron. Il deviendra un ion +1. Prédire la charge des cations et des anions polyatomiques. Vous avez ici un tableau des différents ions et anions polyatomiques usuels dont on aura besoin dans le cours. N'oubliez pas le truc mnémotechnique, ce qui sont en SO, ce qui sont en CO, aura une valence et une ionisation de -2, ce qui sont en PO aura une valence et une ionisation de -3. Le reste, -1, sauf l'ammonium, +1. Comment peut-on écrire l'équation de dissociation d'un composé ionique? Nous allons prendre 2 exemples, NaCl et H2SO4. NaCl peut donc s'ioniser et former d'un côté du Na, de l'autre du Cl, dont nous devons prédire l'ionisation. Pour le H2SO4, l'hydrogène sera séparé du groupement fonctionnel SO4. Nous devons prévoir l'ionisation de l'hydrogène et de SO4. Comment faire? Pour prédire la charge, nous allons chercher la famille. Na est dans les familles 1, les éléments de la famille 1 deviennent des ions +1. Nous avons donc Na+. Cl est dans la famille 7, il deviendra Cl-. H est dans la famille 1, il deviendra H+. Et SO4. SO4 est un groupement fonctionnel, nous venons de le voir. Il s'agit également d'un ion polyatomique. Rappelez-vous de la règle mnémotechnique, SO, CO, PO. Ce qui s'entend SO, ce qui s'entend CO aura une valence et une ionisation de -2. SO4 aura donc une ionisation de -2. Pour vérifier, nous allons voir si notre charge totale est égale à 0. Nous avons une charge de +1 pour Na+, une charge de -1 pour Cl-. Les deux réunis, Na+ et Cl- ont une charge globale neutre. Ils proviennent effectivement de la molécule NaCl. L'exercice est résolu. H plus SO4 2-, l'addition des charges nous donne -1. Nous n'avons pas tenu compte de la présence de l'indice 2 de l'hydrogène. Si nous faisons cette fois l'équation 2H plus SO4-, ici l'addition des charges sera égale à 0.
Et si nous devons faire l'exercice dans l'autre sens, des ions vers la molécule, l'exercice consiste à recoller les morceaux. Nous prendrons donc les ions présents et reformerons la molécule initiale en supprimant les charges. Attention, il faut malgré tout vérifier que la somme des charges présentes initialement donnait 0. H plus Br moins recollé nous donne HBr, la somme des charges donnait 0, c'est parfait. H plus et PO4 3- recollé nous donne HPO4. Mais ici la somme des charges ne donne pas 0. Il faut une charge de 3+, donc 3 charges positives dues à la présence de l'hydrogène pour contrebalancer la charge négative du phosphate. Nous aurons donc H3PO4. Voici les exercices sur les ions. Il faut s'entraîner pour pouvoir réaliser les exercices en classe ou en condition d'interrogation. Nous comptons sur toi pour le faire consciencieusement. Voici les exercices d'équation de dissociation. Nous venons de voir comment les réaliser. Nous te demandons de mettre pause au diaporama, de résoudre les équations sur une feuille à côté, et puis de remettre le diaporama en lecture pour avoir le correctif. Voici d'autres exercices à réaliser de la même manière. Quel est le symbole chimique de l'élément possédant 10 électrons et 11 protons, le Na+, 18 électrons, 20 protons, Ca2+, 10 électrons, 8 protons, O2-, et aucun électron et un proton, H+. Nous te demandons de mettre pause au diaporama, de réaliser les exercices sur une feuille à côté, et puis de remettre le diaporama en lecture pour avoir la résolution des exercices. Comme dit en introduction, il est possible de faire des tests de reconnaissance de quelques ions. Les solutions de soude et de nitrate d'argent permettent de mettre en évidence la présence de certains ions. En effet, la couleur des précipités formés dépend de la nature des ions présents en solution. Une solution de soude permet de mettre en évidence la présence de certains ions métalliques. Ceux-ci sont identifiés en fonction de la couleur du précipité formé. Un précipité est un solide peu soluble qui se forme dans un liquide après une transformation chimique. Pour identifier les ions métalliques dans une solution aqueuse, il suffit donc d'ajouter quelques gouttes de soude ou d'hydroxyde de sodium dans le liquide. On observe différents précipités suivant les ions identifiés. Lorsque le précipité est bleu, présence d'ion cuivre 2. Lorsque le précipité est vert, présence d'ion fer 2. Précipité brun-rouille, présence de fer 3. Précipité blanc, présence de zinc. Le pH. Le pH d'une solution permet de savoir si elle est acide, basique ou neutre. Elle est liée aux concentrations des ions H+ et OH-. Il indique l'acidité d'une solution. L'échelle de pH s'étend de 0 à 14. Lorsque le pH est inférieur à 7, la solution est acide. Si le pH est voisin de 7, la solution est neutre. Si le pH est supérieur à 7, la solution est basique. Par exemple, le jus de citron a un pH voisin de 3, c'est donc une solution acide. Les eaux minérales ont des pH voisins de 7, ce sont donc des solutions neutres. Les eaux savonneuses et les lessives ont des pH supérieurs à 9, ce sont donc des solutions basiques.